Le mois d'octobre, nous revenons avec la formation de coordonnatrice de plan de traitement les 4 et 10 octobre. Cette formation est subventionnée par Service Québec jusqu'à 50%. Alors, n'hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez obtenir plus de détails sur la subvention. On peut vous guider pour aller chercher 50% du tarif de la formation de coordonnatrice de plan de traitement. Donc, ensuite, à inscrire dans vos agendas le 15 novembre prochain, le Congrès dentaire de l'Outaouais célébrera cette année sa 10e édition. Ce sera une édition spéciale, festive et inoubliable. Et nous avons hâte de vous accueillir en grand nombre au Palais des Congrès de Gatineau. Le comité a choisi pour vous des formations ancrées dans l'actualité et répondant aux besoins réels du milieu dentaire. Le panel de conférenciers est riche et diversifié afin que chaque membre de l'équipe, dentiste, hygiéniste, gestionnaire, assistante, secrétaire dentaire, y trouve des réponses concrètes et des outils pratiques pour évoluer dans sa pratique. Les places sont limitées. Assurez-vous de réserver la vôtre sans tarder. Je vous présenterai dans quelques instants nos conférenciers invités ainsi que leurs conférences respectives. Je commence avec Dr. Thomas Nguyen qui va nous parler de l'intelligence artificielle dans le monde dentaire. On a aussi la formation de Dr. Caron qui va nous présenter une formation sur la gestion de la carie dentaire lors de la perte d'autonomie des patients. Dr. Carbery, Anthony Carbery, qui va prendre le côté implantologie dentaire de cette année. On a Madame Christine Thibault qui va nous présenter le blanchiment dentaire en 2025. Une autre formation intéressante de Dr. Bilal Al-Masri sur maîtriser l'art de designer un sourire. Orthoparo avec Dr. Jean Riscala et Dr. Baraket pour la formation La relation orthoparo. La formation extraordinaire de Madame Sophie Deshaies sur la thérapie myofonctionnelle. La prochaine formation qui est unique de son genre, c'est le dentiste hypnotiseur avec Dr. Sarah Wenyou. Madame Guylaine Baudouin, elle va nous présenter une formation sur la communication interpersonnelle, l'art de dire sainement ce que l'on pense et la dernière formation avec notre personnalité publique, Monsieur Vincent Fournier, qui va nous présenter comment adopter le changement. Alors, ne ratez pas ce panel, ne ratez pas ce congrès-là. Inscrivez-vous. On vous présente 2 forfaits, forfait présentiel ou forfait flexible. Le forfait présentiel, vous allez être présent avec nous et bien sûr participer à toutes les formations et ça vous donne 7 heures de formation continue. Forfait flexible, ben, ça vous donne le droit d'être parmi nous, mais aussi de recevoir tout le package. Donc, si vous ne pouvez pas non plus être présent, il n'y a pas de problème. Vous recevez le package et vous aurez quand même jusqu'à 18 heures de formation continue. Je vous invite à vous inscrire avant le 13 octobre pour bénéficier de moins 30%. Donc, on vous attend en grand nombre le 15 novembre prochain au Palais des Congrès de Gatineau. La formation maintenant d'aujourd'hui, elle est d'une durée de 1h30 sans pause. Donc, merci d'utiliser la bulle questions-réponses pour taper vos questions. Nous avons réservé 15 minutes à la fin de la conférence pour y répondre à vos questions. Vous n'êtes pas obligé de rester pour cette période, mais elle est fortement recommandée. Un formulaire d'évaluation ainsi que les notes de cours seront envoyées après la conférence. Merci de prendre quelques minutes pour le compléter. Vos commentaires sont essentiels afin que nous puissions toujours continuer à vous offrir le meilleur. Les attestations de présence vous seront transmises au plus tard le 6 octobre. Pour les recevoir, il est important d'avoir participé à l'ensemble du webinaire. Concernant la rediffusion, tout le groupe recevra un lien d'accès d'ici le 6 octobre. Pensez à vérifier les courriels indésirables. Si vous ne l'avez pas reçu,
Alors, à ce moment-là, contactez-nous à info.toutaoui.ca. On va pouvoir vous aider. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Pierre-Luc Bédard, qui abordera un sujet essentiel, démystifier le harcèlement psychologique ou sexuel au travail. Sans plus attendre, passons à notre formateur maintenant. Je vais maintenant vous présenter sa biographie et son expertise. Monsieur Pierre-Luc Bédard est employé de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Il possède des certificats en administration des services publics et en affaires internationales. Il a occupé différents postes au sein de la commission, notamment au renseignement et aux enquêtes dans l'équipe spécialisée des travailleurs étrangers temporaires. Il travaille actuellement à titre de conseiller à la prévention aux normes du travail pour la direction de la prévention, des enquêtes et des permis, principalement avec les employeurs qui embauchent les TET. Bien à vous, Monsieur Pierre-Luc. Merci beaucoup pour la belle introduction, Amal. Un réel plaisir d'être avec vous en ce vendredi après-midi. Merci beaucoup à l'Agence dentaire de l'Outaouais. Réel plaisir à Amal, son équipe, Jessica et Grace. J'étais avec vous l'année dernière au niveau des recours et des plaintes au niveau de la commission. Aujourd'hui, on va parler de harcèlement psychologique et de comment le démystifier. Et l'année prochaine, on est en train de se questionner avec Amal quelles seront la thématique. Donc, je vous encourage à solliciter Amal s'il y a des points que vous aimeriez qu'on aborde l'année prochaine. Est-ce que tout le monde voit bien, Amal? Ça se passe bien au niveau du visuel? Tout est parfait. Merci beaucoup, j'apprécie. Débutons. Merci Amal pour l'introduction. Assurez-vous bien sûr de bien m'entendre. S'il vous plaît, si vous voulez participer, je vous encourage à utiliser la section commentaires. Au niveau des questions-réponses, il y a l'onglet questions-réponses en haut là, dans votre Teams. Je vous encourage à rester à la toute fin. C'est probablement... je ne vais pas dire la partie la plus intéressante, là, parce que ma présentation est intéressante, mais c'est souvent dans les questions qu'on peut creuser puis aller un petit peu plus loin sur des demandes à travers les questions. Vous comprendrez que je n'ai pas les réponses à tout. Si je n'ai pas les réponses, je vais m'engager avec Amal à lui faire suivre la réponse qui pourra vous être communiquée. S'il vous plaît, au niveau des questions, allez pas dans les grosses études de cas ou des dossiers que vous avez actuellement avec la commission. Vous comprendrez, considérant le format, qu'on ne peut pas aller trop en détail. On n'est pas en enquête par rapport à ce style de questions-là. Sans plus tarder, la présentation de la formation. Au niveau de l'introduction, bon, je ne pense pas que je vais apprendre grand-chose à personne aujourd'hui sur les activités de la CNESST. Par contre, c'est une de mes obligations organisationnelles de vous expliquer nos mandats qu'on a de notre côté. Moi, je travaille pour le N au niveau de la commission, donc au niveau des normes. Et l'outil principal qu'on a, c'est au niveau de la loi sur les normes du travail. Donc, on va regarder là, je pense que ça s'applique à la majorité des cliniques dans le secteur dentaire. On regardera les petites exceptions, puis les entreprises ou le style de travailleur qui pourraient ne pas être couverts par la loi sur les normes du travail. Il y a eu des modifications importantes en 2024 au niveau de la loi visant à combattre le harcèlement psychologique, sexuel, puis la violence à caractère sexuel en milieu de travail, pardon. Donc, on va regarder un petit peu l'évolution du harcèlement psychologique, puis de sa manière dont on le traite du côté de la commission, puis conséquemment au niveau des obligations des employeurs par rapport à tout comportement qui pourrait s'apparenter à du harcèlement sexuel, harcèlement psychologique. Le harcèlement psychologique, sexuel en soi, les droits des personnes, les obligations des employeurs, qu'est-ce qui est du harcèlement, qu'est-ce qui n'en est pas, le droit de gestion de l'employeur, il y a souvent des choses que les salariés vont percevoir comme du harcèlement sexuel ou psychologique, mais qui, dans les faits, est du droit de gestion de l'entreprise. Donc, on a préparé quelques petites questions pour rendre ça dynamique, qu'on a adapté au secteur dentaire. Donc, on pourra voir avec vous, on a des questions que oui, c'en est, puis d'autres questions que c'en est pas, puis qu'on est dans le droit de gestion de l'employeur. Je vous encourage
encourage à nous poser des questions également s'il y a des zones grises ou des petits éléments sur lesquels vous aimeriez qu'on revienne à la toute fin. Prévention, intervention, les bonnes pratiques, les situations à risque, faire attention, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, la limite, elle est où? Justement, par rapport à votre droit de gérance, vos obligations au niveau de prévention, on va regarder ça. Depuis 2024, vous avez une obligation en tant qu'employeur de prévenir le harcèlement sexuel ou psychologique dans l'entreprise. Donc, on va regarder ça ensemble. Je me doute que majoritairement, j'ai des employeurs avec nous, mais quand même, comment vous préparer, comment documenter si jamais vous aviez une plainte au niveau du harcèlement du côté de la commission, quelles seraient toutes les étapes de notre côté comment on analyserait ces dossiers-là au niveau des enquêtes harcèlement sexuel, harcèlement psychologique. Puis bien sûr, c'est pas là, mais il va y avoir une période de questions à la fin où on va pouvoir répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées pendant la présentation. Donc, allons-y. CNESST, loi sur les normes du travail. Bon, de manière simple, la CNESST, c'est l'organisme public qui a été mandaté par le gouvernement du Québec pour gérer l'ensemble des lois en lien avec la promotion des droits et des obligations en matière du travail. Elle en assure le respect auprès de travailleurs, travailleuses et des employeurs québécois. Il y a eu la fusion, avant c'était la CSST, qui a été fusionnée avec les normes du travail et l'équité salariale. Les mandats restent les mêmes, mais maintenant on est une et seule organisation. Au niveau des normes, voilà, c'est favoriser des relations de travail qui sont justes et équilibrées. Souvent, quand on parle de normes, il va y avoir tout le volet justement de prévention du harcèlement sexuel, harcèlement psychologique, tous les congédiements sans cause juste et suffisante, les pratiques interdites, si vous congédiez une femme qui est enceinte, quelqu'un qui serait malade, etc. C'est tout du côté des normes que ça serait traité. Le volet le plus gros probablement de la CNESST, c'est tout ce qui est en lien avec la santé, sécurité au travail, les casques, les lunettes, les bottes, le retrait préventif qui est populaire également dans le secteur dentaire, puis probablement dans tous les secteurs. Puis également au niveau de l'équité salariale. À partir du moment où on a plus que 10 salariés, vous devez effectuer un exercice au niveau de l'équité salariale. Je vais passer au niveau de la santé, sécurité au travail. Je peux répondre à des questions. Ma faiblesse est probablement au niveau de l'équité salariale. Si vous avez des questions, posez-les. Puis comme je vous ai dit, je vais m'engager auprès d'Amal de vous revenir avec la réponse à la suite de cette présentation-là. Nos mandats, on en a 5. Aujourd'hui, c'en est un en lien avec l'information, le renseignement. Il y a beaucoup d'informations sur le site de la CNESST que je vous encourage à consulter si jamais vous vous posez des questions. Est-ce que c'est du harcèlement? Est-ce que ça n'en est pas? On a des vidéos, on a beaucoup d'informations pour vous aider, vous accompagner. Le numéro 1844, la Direction générale des communications du renseignement, de 8h à 5h, vous pouvez communiquer avec nous. On a des gens qui sont compétents, qui sont capables de répondre à la majorité des questions. Bien sûr, quand on a des problèmes, autant majoritairement au niveau des travailleurs, on va recevoir et traiter les plaintes. Donc, il y a tout un département au niveau des enquêtes, l'obtention de la preuve, d'aller voir si les pratiques qui ont été effectuées par l'employeur respectent ou non la loi sur les normes du travail. Retenez que du côté de la commission, notre dernier objectif est d'aller devant les tribunaux. On ne veut pas se rendre jusque-là. Malheureusement, la loi sur les normes du travail, c'est une loi où il y a plusieurs zones grises et que les tribunaux ont leur raison d'être pour plusieurs situations, mais il y a la médiation. On va toujours essayer, que ce soit en enquête, que ce soit pour les plaintes pour congédiement, pour pratiques interdites, on va toujours essayer de s'organiser pour que les parties puissent s'entendre avant de judiciariser le dossier. Plus ou moins applicable au secteur dentaire, mais quand même, tout ce qui est agence, que ce soit agence de placement de personnel ou agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires, à partir du moment où on fait une de ces deux activités-là, on doit avoir fait une analyse du côté de la commission et de s'assurer que ces entreprises-là puissent opérer. Donc,
Avant, il n'y avait pas ça depuis 2019, mais depuis, on fait des enquêtes au niveau des administrateurs, au niveau des entreprises. Donc, à partir du moment où on fait du placement ou du recrutement, ces agences-là doivent avoir un permis du côté de la commission. Et le reste, ben, surveiller l'application de manière générale. Souvent, on va cibler des secteurs de manière aléatoire où on se rend compte que dans certains secteurs, il y a plus de plaintes. Donc, on va aller faire des vérifications aléatoires dans les entreprises. Soit les médias également peuvent dicter les orientations au niveau des enquêtes, puis nos vérifications aléatoires dans l'année qui vient. Loi sur les normes du travail, c'est la loi qui encadre la relation entre employés et employeurs. Je me doute qu'il ne doit pas avoir beaucoup d'entreprises, de cliniques qui sont syndiquées, mais à partir du moment où on aura un syndicat, ça serait la convention collective qui serait applicable. Pourquoi? Parce que si vous et moi, demain matin, on se démarre un syndicat, on va prendre la loi sur les normes du travail et on va l'améliorer. Donc, il serait interdit pour une entreprise d'avoir des conditions de travail qui seraient inférieures à ce qu'il y a dans la loi sur les normes du travail. Cette présentation-là, c'est assez drôle. J'ai discuté avec ma dentiste il y a quelques semaines et elle me dit qu'elle faisait signer des contrats de travail. Je me doute que plusieurs d'entre vous le font. Je vous encourage à continuer de le faire. Un contrat verbal a quand même une valeur juridique, mais elle est beaucoup moindre qu'un contrat de travail qui est écrit. Donc, bien sûr, dans vos contrats de travail, assurez-vous qu'au minimum, l'ensemble des conditions de travail de vos salariés respectent ce qu'il y a dans la loi sur les normes du travail. Quelle autre entreprise pourrait être exclue? Prenez toutes les entreprises de juridiction fédérale, les banques, les Vidéotrons de ce monde, les Bell, les banques sont également de juridiction fédérale. Les transports interprovinciaux, internationaux sont également de juridiction fédérale. La majorité des entreprises au Québec vont être de juridiction provinciale, mais retenez que si une entreprise était de juridiction fédérale, ben, ça serait le Code du travail canadien qui s'appliquerait et non la loi sur les normes du travail. Travailleurs autonomes aussi, travailleurs autonomes, pardon, ça va vraiment, pour nous, être une petite entreprise. Donc, quelqu'un qui déposerait plainte, si on arrive à la conclusion que c'est un travailleur autonome, on ne traiterait pas le dossier de notre côté. Ce serait devant une autre instance que le travailleur autonome devrait faire valoir ses droits. Pour nous, un travailleur autonome, c'est une petite entreprise. Donc, il n'est pas par définition un salarié en vertu de la loi sur les normes du travail. Allons-y. Au niveau de la CNESST, les obligations au niveau de prévention du harcèlement sexuel, psychologique ont débuté en 2024, où on est venu conférer à l'ensemble des salariés un milieu de travail qui est exempt de harcèlement sexuel, de harcèlement psychologique. C'est toujours un droit que les salariés ont aujourd'hui en 2025, mais il y a eu quand même une évolution avec le temps au niveau des obligations que les employeurs ont. Comment agir dans les cas de harcèlement sexuel ou psychologique. Depuis 2018, l'ensemble des entreprises, à partir du moment où vous n'avez ne serait-ce qu'un salarié, doivent avoir une politique de prévention et de traitement du harcèlement sexuel, du harcèlement psychologique. C'est des entreprises qui n'en ont toujours pas. Je vais envoyer le lien à Amal par la suite. Puis, quoi qu'il arrive, vous allez l'avoir dans la formation un petit peu plus tard. Là, il y a le petit onglet bleu. Puis, ça va vous amener directement sur le modèle qui est fourni par les normes du travail. Des entreprises qui trouvent ça logique de faire appel avec un avocat et de la personnaliser au milieu de travail. C'est votre droit de le faire, mais le modèle que je vais vous faire suivre, ben, il est gratuit. Il a été pré-mâché par la commission et il respecte vos obligations en termes de prévention harcèlement sexuel, harcèlement psychologique. Depuis 2021, on a protection de l'intégrité psychologique, l'intégration des risques psychosociaux.
je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu beaucoup de campagnes publicitaires qui ont été mises en place par la Commission. Avant, les obligations de l'employeur, elles étaient assez simples. C'était de dire, ben, j'ai appris qu'il y avait du harcèlement dans mon entreprise. Donc, mon rôle en tant qu'employeur, c'est d'éliminer le harcèlement sexuel, le harcèlement psychologique. Donc, je ne le savais pas. Maintenant, je le sais. Je dois bouger et je dois éliminer le harcèlement ou tout comportement qui s'y apparente. Euh, on a poussé un petit peu, puis on a intégré le concept de risques psychosociaux. Et on a dit maintenant que les entreprises avaient une obligation au niveau de la prévention. Autrement dit, de s'organiser, d'avoir des programmes de prévention à l'intérieur de l'entreprise pour ne pas que le harcèlement sexuel, le harcèlement psychologique se développe. On ne vous demande pas demain matin de vous engager des consultants, etc., pour mettre en place ce style de programme de prévention-là. Ça peut être du cas par cas, puis ça peut être des actions toutes simples de rappeler à vos salariés, on a une politique de prévention sur une manière biannuelle ou annuelle. À partir du moment où il se passe quelque chose, il y a un événement dans votre entreprise, de faire des rappels à vos salariés. Tel comportement, on ne peut pas tolérer ça dans l'entreprise. Telle situation, regardez ce que dit notre politique, on ne peut pas tolérer ci, tolérer ça. Donc, c'est plus uniquement de dire, ah, il y a eu ça, j'ai fait ça. Maintenant, vous devez démontrer que vous avez fait de la prévention pour ne pas que l'événement se produise. Donc, c'est comme je vous dis, des gestes, des petits gestes, des rappels à l'ensemble de vos salariés. Je vais vous le dire tout au long de la présentation, notez tout. À partir du moment où il y a une situation qui est problématique dans l'entreprise, essayez de le noter. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été rapporté par les salariés? Qu'est-ce que j'ai fait en tant qu'employeur pour m'assurer d'éliminer les comportements de harcèlement sexuel, de harcèlement psychologique? En 2024, on va regarder, c'est la prochaine diapositive, je crois, c'est qu'on a rajouté des protections au niveau des gens qui dénonceraient le harcèlement sexuel, le harcèlement psychologique. Donc, de dire, je suis témoin, puis je vais avancer, comme ça on va pouvoir l'avoir. Donc, je suis témoin du harcèlement sexuel, du harcèlement psychologique. J'en fais part à l'employeur. Ce n'est pas moi qui est victime, mais j'ai vu telle ou telle situation et je vous avise qu'il y a telle ou telle situation qui se produit dans l'entreprise. On a bonifié la loi pour venir dire que cette personne-là, même si elle est externe à la problématique de harcèlement sexuel, de harcèlement psychologique, qu'un employeur ne pourrait pas imposer des sanctions, donc des représailles, des sanctions, des changements d'heures, des changements d'horaire, etc., de salaire, toute sanction ou représailles pour cette personne-là. Cette personne-là, si un employeur s'estime victime de ça, pourrait déposer plainte du côté de la commission. Également, comme je vous dis, les obligations accrues en matière de prévention, de prise en charge du harcèlement sexuel, harcèlement psychologique. Je ne veux pas me répéter, mais je l'ai dit, qu'on ne peut plus dire, ben, je ne le savais pas, ça s'est passé, c'est hors de mon contrôle, je ne le savais pas. Il faut agir en amont et de s'assurer de faire de la prévention auprès de vos salariés pour ne pas que le harcèlement sexuel ou psychologique se développe. Tout ce qui est en lien, vous allez la recevoir. Vous pouvez cliquer sur tous les liens. Ça va vous amener en détail tout ce que je vous dis, mais avec beaucoup plus d'informations que vous allez avoir sur le site Internet de la CNESST. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Oh, pardon. Également, ça, je me répète un petit peu. Ça, c'est depuis le 27 mars, l'obligation protection contre les représailles. C'est sensiblement la même information que je viens de vous dire. Et il y avait également tout le volet de prévention depuis septembre 2024. S'il y a des gens qui n'ont pas modifié leur politique depuis le 27 septembre 2024, je vais vous encourager à le mettre à votre horaire. On est vendredi après-midi, vous n'êtes pas obligé de le faire d'ici la fin de semaine, mais essayez de le regarder et de mettre à jour votre politique.
avec les nouveaux points, puis comme je vous dis, vous utiliserez notre modèle, là. Mais maintenant, on doit avoir des méthodes, des techniques utilisées pour les identifier, contrôler, éliminer les risques de harcèlement psychologique, programmes d'information, formations spécifiques qui sont offertes au personnel. Aujourd'hui, c'est un bel exemple de programme de formation qu'on a dans cette optique-là. Modalité applicable pour faire une plainte ou un signalement. À qui je vais voir, je me réfère si jamais il y a une situation dans l'entreprise. Faites pas l'erreur de dire, va voir les ressources humaines. C'est qui les ressources humaines? Est-ce que c'est telle personne? Est-ce que c'est Amal? Est-ce que c'est Grace? Ou est-ce que c'est Jessica? Je vous encourage à identifier des personnes autant que se faire se peut. Là. Souvent, c'est des très petites entreprises, vous me direz, puis vous n'avez pas un gros département des ressources humaines, puis on le comprend. Mais essayez de centraliser tout ce qui est en lien de prise en charge puis de plainte. Fait que s'il y a une situation, on va voir docteur X ou on va voir telle autre personne, puis c'est elle qui s'occupe de ce style de situation-là. Processus de prise en charge incluant le processus d'enquête. Donc, qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur de l'entreprise? Comment ça va fonctionner si je vais voir l'employeur? C'est quoi qui va être fait? Un employeur ne peut plus dire simplement « je ne le savais pas » ou « organisez-vous entre vous ». Donc, je me répète, documentez tout. À partir du moment où vous avez des allégations, est-ce que c'en est? Est-ce que c'en est pas? Faites comme si c'en était. Parce qu'au moment où il y a un inspecteur de harcèlement sexuel, harcèlement psychologique qui va vous contacter pour avoir plusieurs informations sur telle et telle situation, essayez d'être prêt. Puis de dire, regardez, il s'est passé ci, j'ai fait ça, il s'est passé ça, j'ai fait ci, etc., etc. Donc, au même titre que pour les travailleurs, pour les congédiements, essayez de tout documenter, d'en noter le plus possible pour vous protéger en tant qu'employeur, que si jamais il y a une plainte, que vous soyez capable, je ne vais pas dire de défaire les faits puis les allégations, mais d'être capable de justifier vos actions, puis qu'est-ce qui a été fait. Puis il est possible que même après tout ce que vous avez fait de la prévention, etc., que ça se soit passé quand même. On ne vous demande pas de suivre vos travailleurs 24 heures sur 24. On ne vous demande pas de... On comprend avec les réseaux sociaux, il y a une vie en dehors du travail. C'est simplement tout ce qui est en lien avec le travail et où vous avez un pouvoir pour agir. Essayez de vous en prévaloir puis de documenter vos actions dans ce cadre-là. Harcèlement sexuel, harcèlement psychologique, tous les salariés, puis comme je vous dis, c'est depuis 2004, ont droit à un milieu de travail qui est exempt de harcèlement sexuel, harcèlement psychologique. Retenez qu'on ne poursuit pas le harceleur, on poursuit l'employeur pour ne pas avoir éliminé le harcèlement sexuel ou le harcèlement psychologique. Et retenez également qu'au Québec, la seule et unique personne, je vais préciser par la suite, là, la seule et unique personne qui pourrait statuer qu'il s'agit de harcèlement sexuel ou harcèlement psychologique, c'est un juge. Donc, même du côté de la commission, on va marcher sur des œufs. On va parler d'allégations. Ça s'apparente à du harcèlement. On va parler souvent au conditionnel. Ça pourrait, effectivement, oui, puis on va regarder la définition un petit peu plus tard, mais ultimement, il y a uniquement un juge qui peut venir dire que c'est réellement du harcèlement psychologique, du harcèlement sexuel. Où je disais qu'il faut que je précise, c'est dans les environnements syndiqués, un arbitre aurait également ces pouvoirs-là. Mais si on exclut le syndicat de l'équation, ça va être un juge, ultimement, qui a ces pouvoirs-là. Obligation de l'employeur, prendre les moyens raisonnables, qui est un terme très juridique, pour prévenir le harcèlement sexuel, le harcèlement psychologique, pour faire cesser lorsqu'une conduite est portée à sa connaissance. Ça, c'était là avant. C'est comme je l'ai dit, à partir du moment où vous le savez, vous devez bouger. Mais maintenant, on a ajouté le volet prévention au niveau du harcèlement sexuel, du harcèlement psychologique. Avoir adopté, rendu disponible une politique de prévention. Ceux-là qui n'en ont pas, vous aurez juste à cliquer là-dessus. Ça va vous amener directement sur le lien.
Il est triste de constater que des employeurs n'en ont toujours pas à l'heure actuelle, de dire, ben nous, on est une très petite entreprise, on a seulement 2 ou 3 salariés, on s'est toujours entendu ensemble, ça a toujours fonctionné. C'est malheureusement pas un argument qui peut être soulevé par l'employeur. À partir du moment, je me répète, où vous avez ne serait-ce qu'un salarié, vous devez avoir une politique de prévention en place. Si vous ne voulez pas utiliser notre modèle, comme je l'ai dit, bien sûr, un avocat peut vous accompagner là-dedans ou vous avez un outil pour vous aider à la rédiger vous-même. Donc, on va vous donner les variables obligatoires, entre guillemets, que doit contenir une politique de prévention du harcèlement sexuel psychologique. Et après ça, ben, vous pouvez en rajouter dépendamment des situations propices, propres à votre entreprise, pardon. Oups. La définition du harcèlement sexuel, harcèlement psychologique, pour nous, avant qu'on arrive à la conclusion que c'est du harcèlement sexuel, du harcèlement psychologique, les 5 critères qui sont là doivent être, remplis. Donc, pour nous, le harcèlement psychologique sexuel, c'est quoi? C'est une conduite vexatoire qui se manifeste par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes qui sont répétés, qui sont hostiles ou non désirés, qui portent atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou psychologique de la personne salariée, puis qui entraînent un milieu de travail néfaste. Nous, à partir du moment où on reçoit une plainte d'un de vos salariés, on va appliquer cette définition-là. Il est possible que de vos salariés qui ont déposé plainte contre vous et que vous n'en avez jamais entendu parler. Pourquoi? Parce que nous, à sa face même, on a regardé et on a analysé les allégations, les comportements de la personne salariée et on est arrivé à la conclusion que les 5 critères pour nous n'étaient pas là. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un droit de révision, puis qu'on dit, ben non, pour nous, ce n'est pas du harcèlement sexuel ou psychologique. Donc, la commission cesse le traitement de cette plainte-là et la personne pourrait elle-même se représenter contre l'employeur. On verra un petit peu plus tard là, au niveau du fonctionnement juridique, comment ça fonctionne. Mais la commission, si on arrive à la conclusion que cette définition-là n'est pas remplie, on n'ira pas plus loin dans le traitement du dossier. Je ne peux pas vous l'écrire, mais je vous encourage fortement, si un jour vous vous posez la question, est-ce que c'en est, est-ce que c'en est pas, retenez que toutes les jurisprudences au Québec et que tous les jugements, ils sont disponibles et c'est public. Et c'est, je l'écrirai dans le chat par la suite, mais jugement au pluriel.qc.ca. Donc, à partir du moment où vous vivez une situation, vous vous demandez est-ce que ça s'est déjà passé, ou même un congédiement, ou toute autre situation, tous les jugements au Québec sont publics. Donc, vous pouvez aller voir. Et cette définition-là, dans les dossiers de harcèlement sexuel, de harcèlement psychologique, vous allez la voir systématiquement, dans les jugements. Les juges, ce qu'ils vont faire, ben, ils vont commencer par le début. Est-ce que c'est une conduite vexatoire? Oui, non. Est-ce que c'est répété? Ça s'est juste passé une fois ou ça s'est passé plusieurs fois? Parce qu'on peut parler longtemps. C'est quoi la définition de répété? C'est-tu plus qu'une fois? C'est-tu plus que 2 fois? Tout est un cas d'espèce en soi au niveau du harcèlement sexuel, du harcèlement psychologique. Mais de dire qu'une personne crie uniquement une fois contre quelqu'un, est-ce que c'est répété? On peut en parler longtemps, puis on va voir la conduite grave par la suite. Mais nous, il faut vraiment que ça s'est répété. Puis le juge, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détailler chacun de ces points-là. Et si on arrive à cocher l'ensemble de ces points-là et de dire, ben oui, c'est une conduite vexatoire, c'est répété, c'est hostile, ça porte atteinte à la dignité, puis ça entraîne un milieu de travail néfaste, ce serait possible que le juge arrive à la conclusion que oui, c'était réellement du harcèlement sexuel ou psychologique. Donc, deux options. Soit on répond à cette définition-là, les 5 critères qu'il y a là, ou on arrive à la conclusion que c'est une seule conduite grave. Pensez à de la violence, pensez à des agressions, pensez à quelque chose de grave. Donc, si c'est une seule conduite qui est tellement grave, pour nous,
on n'aurait pas besoin de dire, OK, est-ce que c'est répété? Est-ce que c'est hostile? Est-ce que c'est non désiré? C'est tellement grave que ça porte atteinte à la dignité, à l'intégrité physique, psychologique de la personne salariée, puis que ça entraîne un effet continu. Pour nous, ça serait suffisant pour qu'on arrive à la conclusion que c'est du harcèlement sexuel, du harcèlement psychologique. Faites attention, souvent, ce style de situation-là peuvent avoir un impact sur les dossiers de santé-sécurité que vous avez du côté de la commission. Au même titre, quelqu'un se casserait un bras ou il y aurait un accident de travail. Souvent, ça va être d'autres choses. Ça va être des maladies professionnelles. Donc, pensez à de l'anxiété, dépression, anxio-dépressif, etc., etc. Le harcèlement psychologique en soi n'est pas un diagnostic. Mais le harcèlement peut engendrer d'autres maladies professionnelles qui pourraient être reconnues du côté de la santé et sécurité au travail. Donc, qui pourraient avoir un impact ultimement sur votre dossier du côté de la commission. Un petit exemple, puis on l'a adapté au secteur dentaire. Karine est assistante dentaire depuis un peu plus d'1 an dans une clinique privée. Elle n'est pas syndiquée et remarque que dernièrement, il y a des changements importants dans ses tâches et responsabilités. Elle se plaint que la dentiste propriétaire lui confie des objectifs irréalistes, comme devoir préparer plusieurs salles en même temps, tout en assistant au traitement, ce qui la met constamment en situation de surcharge. Elle mentionne que sa supérieure adopte des comportements visant à la rabaisser devant l'équipe, critiquant sa rapidité ou sa précision de façon blessante. Même après en avoir fait part de ses préoccupations à la direction, rien n'a été fait pour améliorer la situation. Karine se sent découragée, isolée, laissée à elle-même. Est-ce que Karine pourrait déposer plainte pour harcèlement psychologique à la CNESST? Je ne sais pas, Amal, est-ce que tu peux m'aider au niveau des réponses, juste me donner des tendances, parce que je ne pense pas que j'ai accès avec le panorama que j'ai en ce moment. Donc, on demande à nos participants de répondre à cette question-là. Dans la section commentaires, si possible, c'est essentiellement Oui, binaire, c'est oui ou oui, non, là, majoritairement. oui. Donc, on vous invite à répondre à la question. Si Karine pourrait déposer plainte pour harcèlement psychologique à la CNESST. Janine, elle dit non. Manon, elle dit non. Les autres, ils disent oui. Il y a plus de oui que de non. Il y a plus de oui que de non. Oui, il y a plus de oui que de non. Merci, c'est gentil, Amal. Puis vous m'excuserez, je vois que je parle beaucoup, là, le temps avance. Mais oui, quoi qu'il arrive, il n'y a aucune situation où ce que Karine ne pourrait pas déposer plainte du côté de la commission. Bien sûr, on va tout le temps regarder, comme je vous dis, l'ensemble des critères, etc. Est-ce que c'est rempli? Mais on parle quand même de comportements qui rabaissent devant l'équipe, d'humiliation. T'es pas bonne, tu vas pas assez vite. Et on parle de façon blessante. Puis les objectifs, on va le voir au niveau du droit de gestion, vous pouvez en donner, il n'y a pas de problème, mais essayez de donner des objectifs qui sont réalistes, de donner des objectifs dépendamment des compétences de la personne. Fait que oui, bien sûr, puis même s'il n'y a aucune situation où ce que Karine ne pourrait pas déposer plainte du côté de la commission. Par contre, Karine, on va lui demander de documenter. On va lui demander de nous donner de manière, souvent c'est chronologique, ben, telle journée, c'est passé telle chose, telle chose. Karine doit, en partant, là, elle doit convaincre la commission qu'elle a été victime de harcèlement sexuel, de harcèlement psychologique. À partir du moment où ça s'est fait, ben, c'est nous qui allons en enquête puis qui poursuivons l'employeur en fonction des allégations que Karine nous a fait part. Et l'employeur, à ce moment-là, bien sûr, aura le droit de nous donner sa version des faits par rapport à tout ce qui est avancé par Karine. Les formes de harcèlement, il y en a beaucoup. Je vous encourage, comme je vous dis, à aller voir sur le site Internet. On a des vidéos. Il y a beaucoup, beaucoup de situations qui pourraient en être. Puis il y a beaucoup de situations également qui pourraient ne pas en être. Donc, comme je vous dis, abus de pouvoir, propos à caractère sexuel, intimidation, cyberintimidation, mise en échec professionnel. Donc, de dire, Karine, tu vas me faire ci, tu vas me faire ça, tu vas me faire ça, puis en même temps, tu vas me faire un nettoyage, s'il te plaît, puis oublie pas de faire ça. Fait que de lui donner des objectifs qui sont tellement irréalistes que nous, on pourrait arriver à la conclusion que c'est du harcèlement au travail. Les violences verbales, violences physiques,
tout ce qui est harcèlement discriminatoire, l'origine, l'âge, orientation sexuelle, religion, handicap, retenez qu'il pourrait y avoir des plaintes conjointes qui sont déposées autant du côté de la commission que du côté de la commission des droits de la personne. Si quelqu'un s'estime victime à cause de l'un de ces critères-là, elle pourrait déposer également plainte du côté de la commission des droits de la personne. Puis pensons également à tout ce qui est violence, à tout ce qui est agression. C'est pas dit que la police ne pourrait pas intervenir également, puis qu'on embarquerait au niveau du droit criminel. Une autre question. Est-ce que Patricia a dû subir du harcèlement psychologique parce que son employeur l'a rencontrée à 3 reprises dans les 6 derniers mois, considérant la qualité de son travail? De plus, elle a reçu à la dernière rencontre un avis écrit mentionnant de corriger ses retards répétitifs. Est-ce que pour vous, selon vous, oui ou non, ça constituerait du harcèlement sexuel ou psychologique? Je vais vous laisser quelques secondes. Est-ce qu'on a une tendance, Amal? Plus de non. Oui, effectivement, plus de non. Effectivement. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ben, l'employeur, il rencontre la salariée sur la qualité de son travail. Puis l'employeur semble, de manière préventive, donner une gradation des sanctions. Donc, je m'attends à ce que tu fasses ci, je m'attends à ce que tu fasses ça. Et on est dans le droit de gestion de l'employeur. Puis une salariée qui est en retard, non, ça ne correspondrait pas pour nous à du harcèlement sexuel, du harcèlement psychologique. Ça n'affecte pas la dignité de la personne, de Patricia. Après, si l'employeur il dit « Hey, Patricia, avec des qualificatifs méchants, etc., etc. », là, on pourrait arriver à un autre raisonnement. Mais si on parle uniquement de performance au travail, puis on lui demande d'améliorer la qualité de son travail, non, on n'arriverait pas à la conclusion que c'est du harcèlement psychologique du côté de la commission. Vous avez un contrôle au niveau de l'assiduité, de la ponctualité. On va regarder les autres choses au niveau du droit de gestion, mais ce n'est pas parce que vous refusez des vacances à un salarié que ça constitue du harcèlement psychologique. C'est comme je vous dis, souvent, il y a plusieurs plaintes qui sont déposées et que l'employeur, il ne le saura jamais. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est évident que ce n'est pas du harcèlement sexuel, du harcèlement psychologique. Bien sûr, dans le doute, on va pousser puis on va aller un petit peu plus loin en enquête. Mais à sa face même, avec les informations qu'on a là, non, on n'arriverait pas à la conclusion que c'est du harcèlement sexuel, du harcèlement psychologique. Le droit de gestion, le droit de gérance, il y a plusieurs choses qu'une entreprise peut faire, qu'une entreprise peut faire, qu'on va appeler le droit de gérance dans l'entreprise. La plus importante qui n'est pas là, c'est probablement le salaire. Le salaire, il y a un droit de gérance au niveau de l'employeur. Bien sûr, on a un salaire minimum au Québec, puis on doit le respecter. Mais après ça, c'est à l'employeur de décider qui gagne quoi en fonction de tes études, en fonction de ton expérience, en fonction de tes compétences, etc., etc. Le salaire, c'est un droit de gérance. Les tâches, les responsabilités, oui, vous allez me dire, on a des contrats, puis la personne s'engage, l'employeur s'engage à donner essentiellement ces tâches-là et ces tâches-là, mais la Terre n'arrête pas de tourner. Il est possible qu'il y ait une situation où ce que je demande à mon hygiéniste, c'est, regardez, j'ai une situation, j'ai quelqu'un qui n'est pas rentré, est-ce que tu pourrais m'aider à faire d'autres tâches? Une hygiéniste dit, non, je ne refuse de faire ces tâches-là. Pour nous, on ne pourrait pas aller nulle part du côté de la loi sur les normes du travail. Pourquoi? Parce que les tâches et les responsabilités, c'est un droit de gérance. L'employeur est en droit de me demander de faire des choses qui n'étaient pas à l'origine déterminées dans notre relation. Moi, il y a plusieurs choses que mon employeur, je n'ai pas envie de les faire, mais mon employeur me demande de les faire et je dois les faire. Après, si vous me dites, on donne des tâches leur objectif, c'est de rabaisser la personne, ou on peut parler de congédiement déguisé, fait que lui donner des tâches tellement difficiles ou que la personne ne serait pas capable de les effectuer, là, on parlerait d'autres choses. Mais les tâches et les responsabilités, c'est l'entreprise qui décide c'est quoi que les salariés font dans l'entreprise. Gestion courante du rendement du travail, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des objectifs qui sont fixés par l'entreprise, puis on peut s'attendre à ce que le salarié atteigne ces objectifs-là. S'il ne le fait pas,
il s'expose aux sanctions de l'employeur. La gradation des sanctions, de donner une chance au coureur d'atteindre les objectifs. Mais s'il ne le fait pas, ben, il est possible que l'employeur arrive à la conclusion, ben, malheureusement, je m'attends à ce que cette personne-là fasse ci, fasse ça, et elle n'est pas capable de le faire. Donc, le rendement au travail, c'est un des droits de gestion majeurs du côté de l'employeur. Assiduité, absentéisme, les horaires, c'est un droit de gérance. L'employeur, c'est lui qui décide de quelle heure à quelle heure je travaille. Bien sûr, vous allez me dire, il y a des entreprises, oui, mais nous, on s'est engagé au niveau d'un contrat à faire travailler la personne de 8 heures à 4 heures. OK, mais moi, si la personne venait déposer plainte puis dit, hey, finalement, l'employeur, il me demande de travailler de 9 heures à 5 heures, la personne ne pourrait pas déposer plainte du côté de la commission. L'horaire, c'est un droit de gérance. La personne pourrait dire, oui, mais regarde mon contrat de travail. Nous, on ne défend pas les contrats, on défend la loi. Et pour nous, l'assiduité, l'absentéisme, le choix des horaires, il appartient à l'employeur. Gestion de la discipline, sanctions disciplinaires. Ben, comme je l'ai dit, la gradation des sanctions. Je vous encourage à être, comment je dirais, pas conséquent, mais à être uniforme avec votre gestion. Qu'est-ce qui vaut un avis écrit? Qu'est-ce qui vaut un avis verbal? Qu'est-ce qui est tolérance zéro dans l'entreprise? Si vous le faites pour un, essayez de le faire pour l'autre, puis d'essayer d'avoir une logique dans votre discipline, dans l'application de votre discipline, puis de vos sanctions disciplinaires. L'être humain étant ce qu'il est, c'est impossible de tout quantifier puis de dire ben, ça va toujours être un avis écrit dans telle situation. Il y a des situations où, bien sûr, un employeur pourrait dire moi, ça, c'est tolérance zéro, j'accepte pas ça dans mon entreprise, puis tu t'en vas tout de suite. Je me répète, documentez tout. Puis ça va vous protéger au niveau des matières, tout ce qui est en fin d'emploi, licenciement, mise à pied, congédiement. Essayez de vous protéger en tant qu'employeur. Puis si je parlais aux salariés, je leur dirais la même chose. Essayez de tout noter s'il y a des problèmes, tout ce qui est harcèlement sexuel, harcèlement psychologique. Si l'employeur vous jugez qu'il vous donne des avis pour rien, documentez tout. C'est beaucoup plus facile quand vos dossiers sont bien montés si vous arrivez en plainte puis que vous avez démontré quelles sont les actions que vous avez effectuées. Exercice du droit de gestion, situation, droit de gestion, ben, je vais y aller comme ça. Suivi, contrôle de l'absentéisme, vous êtes en droit de vous attendre à ce que la personne soit à l'heure puis qu'elle soit là à tous les jours, dépendamment de son horaire. Par contre, un employeur qui va lui mettre des caméras en place, qu'est-ce que tu as fait? Faire de la micro-gestion, il faut faire attention. Oui, vous avez un contrôle au niveau de l'entreprise, mais de ne pas s'assurer que votre contrôle ne devient pas abusif puis intrusif dans la vie privée de la personne. Droit de gestion, évaluation du travail, performance, comportement versus de dire devant tout le monde que hey, regarde, t'es pas bon, puis t'as fait ça pas correct, puis de rabaisser la personne devant les autres personnes. Tout ce qui est organisation du travail, des tâches, des postes, des promotions, essayez de vous assurer d'être le plus logique dans cette organisation du travail-là. Puis inversement, ben, l'injustice, telle personne, on l'aime pas beaucoup, puis on lui fait faire juste des tâches qui sont dévalorisantes, des tâches qui sont humiliantes, etc., etc. Donc, la ligne, elle est mince, mais essayez de vous assurer d'être, comme je vous ai dit, d'agir de manière autant que possible uniforme. Gestion de la discipline, fait que lui, je donne un avis écrit, mais elle, je l'aime, je n'en donnerai pas. Fait que essayez d'être conséquent de la manière que vous appliquez vos sanctions disciplinaires. Puis comme qui est écrit, agir avec respect, tenir de manière objective, axée sur les tâches et non sur la personne. Donc, retenez que c'est une entreprise que vous gérez et que c'est des salariés. Encore là, c'est être humain d'aimer plus lui que lui. On le fait tous puis, au quotidien, mais essayez, quand vous appliquez votre droit de gérance, de le faire de manière objective et uniforme pour l'ensemble des salariés. Prévention, harcèlement sexuel, harcèlement psychologique. Je vous encourage au niveau de la prévention, comme je vous ai dit, d'informer le personnel, de rappeler qu'on a une politique en place. Il s'est passé telle situation, regardez, c'est pas tolérable ce qui vient de se passer. On va se faire une réunion
Est-ce que vous voulez en parler? Regardez, on a fait ci, on a fait ça. Souvent, vous êtes dans des environnements qui sont petits, puis que les travailleurs se parlent, etc., etc. Donc, ça vient que tout le monde, tout se sait. Donc, je vous encourage à rencontrer votre personnel autant que faire se peut. Puis bien sûr, il y a des informations confidentielles, là, puis de pas donner toutes les informations à vos salariés, mais essayer d'être conséquent, puis de ne pas tolérer aucun comportement qui s'apparente à du harcèlement sexuel psychologique. Sensibiliser le personnel sur leurs responsabilités individuelles. On a quand même un devoir de loyauté envers l'employeur, puis de s'assurer d'agir de manière correcte et civile avec les autres salariés, avec les clients. Les clients, c'est pas parce qu'ils sont externes à l'entreprise qu'ils peuvent avoir des comportements puis faire n'importe quoi puis dire ben moi je peux rien faire s'il y a un client. Vous avez une obligation de protéger vos salariés si jamais il y a un client qui a des comportements qui sont déplacés. Moi, je dis souvent, pensez à la serveuse qui est toute seule dans un bar, puis que là, les clients qui ont pris trop d'alcool peuvent avoir des comportements qui sont déplacés. Une obligation de l'employeur de bouger si jamais il est témoin ou il entend parler de situation. Regardez, tel client, là, il y a eu telle situation, il m'a fait des remarques à caractère sexuel déplacé, etc., etc. Vous devez bouger en tant qu'employeur pour éliminer ces comportements-là. Un autre exemple, être vigilant à l'écoute du milieu, des facteurs de risque, gérer les conflits, surveiller les situations à risque, tout ce qui est situation à risque, manque de respect, bon, on peut y aller situation à risque versus bonne pratique. Le manque de respect entre les personnes versus une communication qui est ouverte, de dire, ben, on ne se parle pas comme si, oui, il y a eu un problème, oui, il y a eu telle situation, mais regarde, c'est pas en sacrant, puis c'est pas en rabaissant la personne qu'on va arriver à une solution qui est productive puis qui est bonne pour tout le monde. Compétition excessive versus la collaboration. On sait qu'il y a des travailleurs, des carriéristes qui veulent tout faire pour être bons, etc., etc., mais pas de là à piler sur la tête des autres puis à rabaisser l'autre personne. Fait que faites attention avec ce style de comportement-là, puis assurez-vous que vos équipes, dans le meilleur des mondes, collaborent. Ambiguïté ou imprécision quant aux tâches, inéquité dans la répartition de la tâche du travail. Souvent, ce style de situation-là, ces non-dits-là, les tâches, on a toutes des tâches qu'on aime puis des tâches qu'on n'aime pas. Mais si vous donnez tout le temps les tâches qu'on aime aux mêmes personnes, il est possible que ça engendre des styles de frustration au sein des équipes. Donc, essayez de vous assurer, s'il y a des tâches qui sont plus désagréables que d'autres, de sensibiliser puis de communiquer puis de s'assurer que, regarde, cette semaine, ça va être lui, la semaine prochaine, on va faire une rotation, etc. On le sait que ce n'est pas les tâches les plus attrayantes. Mais bref, il faut les faire. Puis je vous demande de les faire, puis on va s'assurer de les faire en rotation pour pas que c'est toujours la même personne qui fasse les mêmes choses. Manque de formation, d'accompagnement ou des outils de travail inadéquats. S'assurer que les tâches que vous donnez correspondent au profil de la personne, puis de ne pas leur donner des tâches que, ultimement, ils ne seront pas capables de faire. Ça se met également dans la définition claire des rôles puis des tâches. Vous allez me dire, si j'ai juste 2 ou 3 employés, est-ce que nécessairement vous devriez avoir une définition de tâche un peu comme on retrouve dans les conventions collectives et tel poste, et telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche. La vie étant ce qu'elle est, il y a souvent des tâches qui sortent de nulle part, puis que finalement, qui fait ça, qui fait ça? C'est vous, en tant qu'employeur, de vous assurer de mettre les bonnes personnes au bon poste. Puis encore là, de ne pas toujours faire les tâches un petit peu plus difficiles aux mêmes personnes. Changement majeur dans la structure, l'organigramme, gérer précocement les conflits, bon, de manière appropriée. Je ne veux pas me répéter, là. Je pense qu'on a couvert un petit peu cette slice-là, cette diapositive-là, pardon. Un autre cas. Sophie prend son poste d'hygiéniste dentaire dans une clinique privée après un congé maternité. Pendant son absence, une remplaçante avait été engagée et est très appréciée par l'équipe et par certains patients.
lorsque la titulaire a repris son poste, la remplaçante a dû quitter la clinique, ce qui crée un malaise dans l'équipe. Fait que bref, il y a quelqu'un qui est venu en remplacement, puis la personne qui remplaçait, on l'aime vraiment beaucoup. Mais Sophie a quand même le droit à son retour au travail. Depuis qu'elle revient au travail, Sophie réalise que l'ambiance a changé. Ses collègues l'évitent pendant les pauses. Malgré ses tentatives pour recréer des liens, elle ne se sent plus intégrée dans l'équipe. Elle entend circuler des rumeurs dénigrantes concernant sa façon de traiter les patients et de collaborer avec les dentistes. À plusieurs reprises, elle a entendu certains collègues mentionner que la remplaçante était plus qualifiée, plus douce avec les patients et plus agréable avec l'équipe. Qu'est-ce que Sophie pourrait faire? Puis, si vous me permettez, je vais accélérer un petit peu là, parce que je sais que je prends beaucoup de temps. S'assurer, en premier, c'est de discuter avec l'employeur. Souvent, la première chose qu'on va regarder au niveau des enquêtes, c'est de dire, est-ce que vous avez discuté avec votre employeur? Et souvent, la réponse, c'est non. Essayez, dans le meilleur des mondes, de faire comprendre à vos travailleurs que si jamais il y a une situation, si jamais il y a quelque chose, que vous êtes à l'écoute et de venir vous voir au lieu de téléphoner avec la CNESST, puis qu'ultimement, on aille en enquête pour un dossier tout simple qui aurait pu être traité à l'interne. Bien sûr, si Sophie, l'employeur ne fait rien, que tout le monde est contre elle, et tout le monde essayait de la dénigrer. Partir en maternité, c'est un droit. Et reprendre son travail, c'est également un droit. Et que si tout le monde est contre elle, bien sûr qu'elle pourrait communiquer avec la CNESST, déposer plainte du côté de son employeur. Mais je me répète, quand on a des nouveaux salariés, quand on a des situations comme celle-là, quelqu'un qui revient, que vous êtes témoin, on est vraiment dans la proximité, là. Les dentistes, vous êtes proches de vos salariés physiquement et vous entendez, je ne sais pas que vous entendez tout, là, tout ce qui se passe entre vos salariés. Mais essayez d'être aux aguets, que si jamais vous voyez une situation, quelqu'un qui est un petit peu plus malheureux, quelqu'un qui semble vivre des situations, l'apprendre. Sophie, est-ce que ça va bien? Est-ce que ta réintégration se passe bien? Etc., etc. Donc, communiquer avec vos employeurs du mieux qu'on peut. Puis bien sûr, la personne pourra aller voir qu'est-ce qui est prévu dans la politique de prévention puis de prise en charge du harcèlement sexuel, harcèlement psychologique. Je vous encourage beaucoup à sensibiliser votre monde. Vos nouveaux employés, les employés justement qui sont partis depuis un moment puis qui viennent puis qui réintègrent leur situation, leur emploi, pardon. Des mises en situation, on en a plusieurs. Je vous encourage à aller voir, à cliquer, à aller voir sur notre site Internet si jamais il y a des situations qui s'apparentent dans votre milieu de travail, quoi faire. On n'a pas énuméré toutes les situations qui peuvent se passer en milieu de travail, mais quand même, il y en a beaucoup auxquelles vous pouvez vous identifier sur le site de la CNESST. La résolution des conflits, qu'est-ce qu'un conflit? Bon, découle d'une divergence sur un sujet précis, peut avoir différentes origines, conflit interpersonnel, conflit de pouvoir, conflit de valeurs, d'idéologie, conflit sur l'organisation du travail. La définition de conflit, là, je ne veux pas aller trop loin là-dedans, il y en a probablement d'autres, l'être humain étant ce qu'il est. Mais bref, essayez d'être aux aguets. Puis quand vous voyez qu'il y a une apparence de conflit dans votre entreprise, de bouger rapidement puis de s'assurer d'éliminer tous ces comportements-là. Gérer les situations problématiques, c'est d'intervenir rapidement et adéquatement. C'est pas toujours facile, je suis totalement d'accord, mais essayez réellement, à partir du moment où vous voyez une situation, de prendre les personnes à part, de discuter avec eux et de rencontrer les personnes, de faire enquête et de bien documenter tous les cas et les situations qui peuvent être problématiques, qui peuvent s'apparenter à du harcèlement sexuel, du harcèlement psychologique. Aujourd'hui, c'est une formation avec l'Agence dentaire de l'Outaouais. Il y en a d'autres des formations, puis il y en a beaucoup des gratuites sur le site Internet de la CNESST, puis sur d'autres sites également. Vous allez trouver plein d'exemples de bonnes pratiques. Vous avez des consultants, vous avez des firmes externes qui font juste ça. Donc, si jamais vous avez des problèmes, vous avez plusieurs plaintes à répétition dans votre entreprise, peut-être se poser des questions, puis est-ce que je pourrais améliorer mes pratiques? Est-ce que je pourrais mieux me documenter? Qu'est-ce que je pourrais faire? Etc., etc.
exemple de mesures de soutien, retour, travail progressif, formation, aide professionnelle, compensation financière pour traitements médicaux. Pas certain de ce bout-là, vous m'excuserez. Bien appliquer les sanctions, ça, on en a discuté déjà, les mesures proportionnelles, les mesures disciplinaires qui sont proportionnelles à la gravité de la faute. Puis, toujours le principe de gradation des sanctions, puis des circonstances aggravantes ou atténuantes. Je ne veux pas ouvrir ce débat-là, mais je vais le faire quand même parce que je l'ai appris à ma dentiste il y a 3 semaines. L'approbation, ça n'existe pas au Québec. Puis l'emploi de vos salariés, il est protégé à partir de 2 ans d'ancienneté. Avant que vous ayez besoin d'une bonne raison pour congédier un travailleur, c'est 2 ans d'ancienneté. On appelle ça le congédiement sans cause juste et suffisante. L'approbation, le 3 mois, c'est souvent un discours qui est calqué des conventions collectives. Ça n'existe pas dans la loi sur les normes du travail. Fait que les salariés qui sont problématiques, oui, leur donner une chance, etc., j'ai pas de problème. Mais retenez que c'est 2 ans la protection à l'emploi. Donc, quelqu'un que vous auriez beaucoup de problèmes avec lui, etc. Oui, bien sûr, les gradations des sanctions, donner une chance aux coureurs, etc. Mais si la personne ne suit pas, puis ne rejoint pas vos exigences en tant qu'employeur, c'est 2 ans la protection à l'emploi, pardon, et non 3 mois. L'approbation, ça n'existe pas. Puis j'aurai probablement une question là-dessus, puis on y reviendra tout à l'heure, ça va me faire plaisir. Les erreurs à éviter au niveau du harcèlement psychologique sexuel, banaliser la situation, tolérer les inconduites, organisez-vous entre vous. C'est des discours d'une autre époque. Vous devez bouger en tant qu'employeur parce que, comme je vous dis, c'est vous que nous allons poursuivre si vous ne bougez pas puis que la situation dégénère. Gestion inadéquate de la diversité, tout ce qui est comportement, racisme, comportement blessant au niveau des relations hommes-femmes, essayez d'avoir la mèche très courte par rapport à ce style de situation-là, autant à l'interne entre vos salariés qu'avec des clients qui pourraient avoir des comportements déplacés avec vos salariés. Négliger la supervision du personnel, prendre en considération une seule version des faits. Moi, je dis toujours qu'il y a toujours 3 versions à une histoire. Il y a la version d'une personne, la version de l'autre personne, puis il y a ce qui s'est réellement passé. Fait qu'essayez d'obtenir l'ensemble des informations pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Si ça veut dire enquêter puis questionner tout le monde, ça se peut que ça soit la meilleure pratique à avoir pour savoir ce qui s'est réellement passé. Pas gérer les conflits, attendre trop longtemps avant d'agir, demander aux personnes de s'organiser entre elles, je me répète, manquer de cohérence entre les politiques, la formation, les actions. Autrement dit, je vais voir un employeur, je l'avise, il fait rien. Je retourne le voir, je l'avise, il fait rien. Essayez de bouger, puis de documenter, puis de vous protéger si jamais il y a des comportements qui sont rappelés, qui sont apportés à votre attention. Je me répète, mais c'est quand même important. Et bien sûr, documenter. Mal former les gestionnaires ou omettre de les préparer à la gestion des ressources humaines. C'est pas toutes les très petites entreprises, puis les moyennes, très petites et les petites entreprises, souvent, ils n'ont pas de département des ressources humaines. Puis on ne vous demande pas d'aller faire un baccalauréat en ressources humaines. Il est possible des fois que ça dépasse vos compétences et que vous puissiez faire affaire avec des ressources à l'externe. Regardez, il y a une situation qui est hors de mon contrôle. Bien sûr, vous pouvez communiquer avec la CNESST, mais il y a des entreprises qui, à partir du moment où il y a du harcèlement sexuel ou psychologique, ben on va faire affaire avec une firme externe. Moi, c'est pas ma job. Moi, je suis dentiste, j'ai pas le temps, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je sais même pas comment agir. Donc, je vais faire appel avec une firme externe et c'est cette firme externe-là qui va m'émettre des recommandations sur quoi faire puis comment bouger dans telle ou telle circonstance. Fait que c'est ça, souvent, je comprends les très petites entreprises que vous n'ayez pas un département des ressources humaines, que vous n'ayez pas un comptable. Je sais que vous faites beaucoup de travail et que vous faites un petit peu de tout, mais il faut accepter que des fois, ça dépasse vos compétences puis d'aller chercher de l'aide si vous n'êtes pas capable d'y arriver.
La dernière question. Jonathan dit victime de harcèlement psychologique parce qu'un collègue lui a crié après. Est-ce qu'il peut déposer plainte du côté de la CNESST pour harcèlement psychologique? Je ne vous laisse pas répondre là, parce que j'ai une petite contrainte de temps, puis vous m'en excuserez. Mais oui, une personne peut toujours déposer plainte du côté de la commission. Par contre, on se ramène à ce que je vous ai dit tantôt. Les 5 critères sont ça. Y a-tu crié juste une fois? Est-ce que la personne qui a crié après Jonathan a crié juste une fois ou non? Si la réponse est oui, ben, ça serait possible que nous, on n'aille pas plus loin que ça, puis qu'on dit ben, c'est un événement isolé, il n'y a pas de répétition. Par contre, si en criant après Jonathan, ben, j'ai insulté sa mère, sa soeur, sa famille, puis que j'ai été violent verbalement en lui disant, ben nous, ça se pourrait qu'on arrive à la conclusion que, OK, il n'y a pas de répétition, mais la personne a tellement crié après Jonathan que pour nous, on arrive à la conclusion que c'est une conduite grave. Fait qu'on pourrait aller en enquête, puis on pourrait pousser la plainte uniquement à cause de ce cri-là. Fait qu'on se ramène à la conduite grave versus les 5 critères que je vous expliquais tantôt. Avant de déposer plainte, c'est plus pour les personnes salariées. On invite les gens à rassembler l'ensemble des informations pour appuyer la plainte, structurer les faits. C'est bon pour les employeurs aussi. Là, essayer de tout documenter. Puis sur une base factuelle, d'ajouter des adjectifs, souvent, ça l'apporte peu à l'équation. Ce qu'on veut, c'est réellement qu'est-ce qui s'est passé, des faits. Des témoins, ça peut être une bonne manière de vous protéger. Gardez ce qui vient de se passer, c'était quand même assez spécial. Ça te dérangerait-tu qu'on se rende compte, de me dire, toi, tu as perçu ça comment? Je suis un petit peu embêté, fait que j'aimerais mieux documenter comment toi, tu as perçu ça, qu'est-ce que ça t'a fait vivre, etc., etc. Fait que d'en documenter le plus possible, les personnes qui étaient là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi leur impression qui s'est passé par rapport à telle situation? Puis ça va vous protéger si la personne à l'origine de ça, ben vous faites une plainte pour congédiement par la suite, ben vous serez en droit de dire, ben regardez, ce qui s'est passé là, c'était inacceptable. Regardez, j'ai telle personne qui a été témoin. Puis moi, mon obligation en tant qu'employeur, c'est d'éliminer le harcèlement. Puis ça, pour moi, c'est inacceptable, puis je ne peux pas tolérer ça dans mon entreprise. C'est pour ça que j'ai congédié. Puis regardez, j'ai telle ou telle personne qui était là, puis qui ont vu ce qui s'est réellement passé. Fournir tout autre document pertinent. Bon, ça c'est un peu tout, là, les courriels, messages, textes, lettres. Essayez de rien supprimer si jamais la personne vous donne vous insulte, ces choses-là. C'est tout documenté. Je me répète, là, mais c'est ça qui est le plus important. Quand on va en enquête, on va vous demander, pas votre impression, mais c'est quoi qui s'est passé. Puis donnez-moi le plus d'informations possible, puis essayez d'être prêt en tant qu'employeur pour défaire les allégations de la personne qui a déposé plainte contre vous. Du côté de la plainte, comment ça fonctionne? La personne a le droit, c'est 2 ans après la dernière manifestation de harcèlement sexuel, harcèlement psychologique. Donc, c'est pas parce que je travaille plus dans mon entreprise que je peux pas déposer plainte contre mon employeur. Fait que c'est 2 ans à partir de la dernière manifestation de la conduite de harcèlement sexuel, harcèlement psychologique. Avant, c'était 90 jours, puis là, ils ont changé ça à 2 ans. On s'attendait à avoir une augmentation du nombre de plaintes, mais ça n'a pas réellement été le cas. Fait que c'est ça. C'est 2 ans à partir de la dernière manifestation. La manière dont ça fonctionne, comme je vous ai dit, il y a un dépôt. On regarde les 5 critères. On va faire la recevabilité. Pour nous, les 5 critères, sont-ils remplis? Oui, non. Ou c'est une conduite grave? Si on arrive à la conclusion que oui, ben là, on pousse. Puis là, on va en médiation. Est-ce que monsieur l'employeur, est-ce que monsieur le travailleur, vous voulez vous rencontrer? Oui, essayons de négocier, essayons de voir ce qu'on peut faire. On va aller en médiation. Si la médiation ne se rend pas plus, il y a un des deux parties qui refuse la médiation, retenez que c'est libre et volontaire. Fait qu'il pourrait y avoir un des deux parties qui veut rien savoir d'aller en médiation. On va aller en enquête spécialisée au niveau du harcèlement sexuel, harcèlement psychologique. On va mieux documenter les 5 critères. On va mieux documenter la situation. Et ultimement, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va être un juge devant le tribunal administratif qui va venir entendre la plainte et qui va venir statuer si réellement, oui, c'est du harcèlement sexuel ou psychologique ou non, c'en est pas. Souvent, les questions qu'on se fait poser, c'est j'ai droit à quoi? Ça peut être très varié au niveau des jugements.
Souvent, ces dossiers-là, ils sont médiatisés. Fait que je vous encourage, comme je vous ai dit tantôt, jugement au pluriel .qc.ca. L'ensemble des jugements au Québec sont publics. Et vous allez ouvrir le journal, vous allez en voir. Souvent, c'est des dossiers qui sont très médiatisés. Donc, vous allez pouvoir voir les jugements et la personne qui a déposé plainte a eu droit à quoi ou contrairement à ce que l'employeur vous avait à payer quoi, dépendamment de telle ou telle situation. Ça, c'est un de nos webinaires. On en a 9 autres. On en a eu un l'année dernière avec Amal, puis je présume qu'on en aura un autre l'année prochaine. Il y a plusieurs autres webinaires que vous pouvez vous inscrire directement sur le site de la CNESST. Il y en a un à peu près à toutes les 6 semaines. Vous avez juste à cliquer sur le lien qu'il y a là. On passe par la TELUC, donc on couvre l'ensemble des normes. Celui-là, c'en était un, donc à part si vous aimez vraiment ça, je vous encourage à en choisir un autre. Et il y a la loi sur les normes du travail qui a été segmentée ici. Elle a été segmentée en pans. Donc, s'il y a des secteurs, je ne sais pas, les congés, les droits parentaux, ces choses-là, vous pouvez vous rendre là et, dépendamment de vos problématiques, d'aller voir qu'est-ce que la loi sur les normes du travail dit par rapport à votre situation. Des nombreux outils, il y en a vraiment beaucoup. Le modèle des normes, modèle de politique en matière de prévention du harcèlement sexuel psychologique est là, aide à la rédaction. Beaucoup d'autres informations. Le site Internet de la CNESST est une mine d'or. Donc, si jamais vous avez des situations particulières, je vous encourage à consulter notre site. Puis, avec un peu de chance, vous allez être capable de trouver la réponse. Et si jamais ça reste nébuleux, je vous encourage à communiquer avec nous au numéro 1-844-838-0808. Habituellement, là, ils sont capables de répondre à la majorité des informations. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant ce temps-là. J'espère que je n'ai pas trop défoncé en termes de temps. Vous m'excuserez, je vais aller à la petite période des questions. Allons-y avec les questions. On en a-tu beaucoup? J'ai pas encore de questions. J'ai invité tous les participants à nous écrire. On n'en a pas? Mon Dieu, c'était clair tout ce que j'ai dit. Non, ça s'en vient. On va donner juste quelques secondes aux participants d'écrire leurs questions, mais j'aimerais quand même te remercier, vraiment un énorme merci pour cette présentation riche et claire. Merci pour votre générosité, vos connaissances et votre engagement à rendre ce sujet accessible et concret à notre communauté dentaire. Vraiment très apprécié. Merci, Amal. Ça fait plaisir. Donc, j'attends vos questions si, bien sûr... Possible qu'il n'y en ait pas. C'est rare, mais il est possible qu'il n'y en ait pas. Puis je le vois quasiment comme un compliment. Ça veut dire que c'était extrêmement clair tout ce que j'ai dit. Définitivement, c'était vraiment clair. J'ai des remerciements dans la bulle commentaire, là, les gens qui vous disent merci de cette belle présentation, mais j'attends toujours... on donne quelques... En même temps, c'est vendredi après-midi pour tout le monde. Hein. Je me doute que tout le monde a eu une grosse semaine. Est-ce qu'il existe un registre des plaintes formulées contre un employeur qui n'ont pas été reçues? Non. Pour que ce soit public, il faut qu'il y ait eu jugement, Yann. Sinon, oui, on a un registre de notre côté. Vous pourriez faire une demande d'accès à l'information de notre côté, du côté de la commission, et on va y aller à la pièce. Est-ce qu'on vous le dit, est-ce qu'on vous le dit pas, dépendamment de la tonnerre, qu'est-ce qui s'est passé dans tel dossier, tel ou tel dossier. Mais je vous encourage pas à vous empêcher de dormir avec ça. Souvent, s'il y a eu des situations qui sont problématiques, habituellement, réellement problématique, ça va se transformer en plainte, puis vous allez être informé. Mais sinon, si vous y tenez absolument, vous pouvez faire une demande d'accès à l'information que vous allez trouver facilement sur le site de la CNESST. Et dépendamment des demandes, souvent c'est les avocats, les services juridiques qui vont y aller à la pièce et qui vont vous dire si oui ou non on peut vous fournir ces informations-là. Donc, je vérifie la bulle question.
question. Une employée qui a donné une démission verbale et ensuite revenue avec un billet médical. Comment on gère le retour? C'est une excellente question. La démission, puis ça, je vous encourage fortement quand il y a des démissions à être accompagné, puis à vous assurer qu'il y a un témoin. Parce qu'après ça, on tombe dans le il est dit, elle a dit oui, non, finalement, j'ai pas dit ça, oui, j'ai dit ça, etc., etc. Donc, les démissions, ça peut être complexe. Je vous encouragerais probablement à avoir un modèle de lettre, à avoir quelque chose. Ah oui, tu démissionnes? Tiens, remplis-moi ça, s'il vous plaît. Euh, Après, là, ça devient compliqué. Un document médical, il dit quoi, Madame Manon, le document médical? Est-ce qu'elle est enceinte? Est-ce qu'elle dit qu'elle a eu un accident de travail? Est-ce qu'elle a... tu sais, la question, on pourrait en parler pendant longtemps. Si vous voulez préciser un petit peu qu'est-ce que le document médical dit, je pourrais peut-être pousser, mais ça peut être beaucoup de choses, là. Mais de retenir, quand il y a une démission, assurez-vous d'avoir un témoin. Probablement un problème psychologique. Tu sais, ça peut être long, là, les problèmes psychologiques. La seule chose que la personne pourrait venir dire, c'est ben, j'ai vécu une situation tellement grave dans mon entreprise que ça m'a engendré une maladie, puis c'est de la faute. Tu sais, c'est compliqué. C'est vague, Manon. Je suis sincèrement désolé, puis je ne veux pas patiner sur un cas qui est probablement triste, là, puis qui est la réelle situation. Euh, mais l'employeur pourrait maintenir son bout et de dire, ben moi, la personne, elle a réellement démissionné, puis regardez, c'est plus mon employé. Le papier médical, il vous arrive, puis il rajoute quoi à l'équation? La salariée veut être compensée au niveau de la santé et sécurité au travail. Finalement, elle avait tellement de problèmes psychologiques que, ben, elle dit finalement, je ne voulais pas démissionner. Regardez, j'ai des problèmes psychologiques, je ne voulais pas démissionner. Honnêtement, c'est compliqué, puis ça mériterait probablement d'être creusé là, avec les réelles variables. Dina, si j'ai bien compris, nous avons 2 ans pour congédier un employé si ça ne fonctionne pas et non 3 mois. Effectivement, euh, ça, c'est un bout important. Avant 2 ans, là, bien sûr que je ne peux pas congédier quelqu'un parce qu'elle est enceinte. Bien sûr que je ne peux pas congédier quelqu'un parce qu'il est malade. Bien sûr que je ne peux pas congédier quelqu'un parce qu'il veut que son salaire soit payé ou un droit en vertu de la loi sur les normes du travail. Mais je peux congédier quelqu'un parce que je ne l'aime pas. C'est 2 ans avant qu'un employeur ait besoin de donner une cause qu'on va dire juste et suffisante pour, pour congédier quelqu'un. Bien sûr, on est humain puis que l'employeur va donner une raison au salarié, mais juridiquement, la personne ne pourrait pas déposer plainte et de dire ben, Dina m'a congédié, ça fait 1 an et demi que je suis là, puis elle ne m'a pas donné de bonnes raisons. Dina, elle n'a pas à donner de bonnes raisons avant 2 ans. Bien sûr, on va demander à la personne, est-ce que vous avez été malade? Est-ce que vous avez été enceinte? Est-ce que selon vous, il y a autre chose? Mais si la réponse est non à tout, ben, il est possible qu'on lui dise, ben, malheureusement, c'est 2 ans avant que votre employeur ait cette obligation-là de vous donner une bonne raison de notre côté. Fait que oui, vous avez bien compris, Dina, c'est exactement ça. OK, je parle beaucoup, hein? Y a-t-il d'autres questions? Oui, Si un une employé autre question. si un employé change de poste dans la même entreprise, est-ce que le délai commence à zéro? Non. Les seules manières pour recommencer à zéro, démission, congédiement. C'est tout. Faut qu'on ait une fin d'emploi. Si on a un changement de poste à l'intérieur de l'entreprise, non, ça serait trop facile de dire ben, à partir d'1 an et demi, 1 an 3 quarts, ben, finalement, je vais te donner une promotion. Puis tu vas avoir un nouveau poste. Puis au bout de 2 mois, finalement, ça ne fonctionne pas, je te congédie. Fait que non, ça serait trop facile, Yann. C'est vraiment 2 ans à partir de la date d'embauche. Par contre, si vous avez quelqu'un qui a démissionné, qui revient, là, ça serait différent. S'il y a quelqu'un que vous avez démissionné puis vous avez rembauché, là, on peut recommencer à zéro. Mais si on a une mutation ou un changement de poste à l'intérieur de l'entreprise, non, on ne peut pas dire on recommence à zéro, puis à partir de là, ben, je peux le congédier au jour 1. Il nous reste quelques minutes là, si vous voulez encore poser vos questions. Sinon, ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que c'est terminé. Alors, encore une fois, je te remercie encore une fois, Pierre-Luc, de cette belle Merci, ça me fait présentation. vraiment Puis le monde plaisir. a l'air qui ont bien apprécié. Mon Dieu, mais il y a là une question de Marie-Josée. Je te laisserai la lire, s'il Ah oui, te ben plaît. oui. Une Si un dernière, emploi- une dernière. Oui, oui, oui. Si un employeur a comme habitude de travailler correctement durant les 2 premières années et ensuite son attitude change subtilement, difficile à voir ou à quantifier, que des employeurs antérieurs disent que c'est une attitude normale chez elle. Tu sais, Marie-Josée, on en revient à la base, à la gradation des sanctions. Si à partir de 2 ans, là, vous avez besoin d'une bonne raison, retenez ça. Fait qu'à partir de 2 ans, attendez pas à partir de 2 ans pour commencer à documenter vos dossiers. Commencez là à partir du jour 1. Puis c'est à partir de 2 ans, ben là, madame, elle a des problèmes. Madame, elle commence à faire du harcèlement, elle commence à faire ci, elle commence à faire ça tout le temps la gradation des sanctions. Fait qu'on donne la chance aux coureurs. On essaie de voir qu'est-ce qui se passe de pas correct. On documente, on documente. Puis ça se peut qu'à la fin, là, prenez le principe de l'élastique. Quand est-ce que votre élastique qui pète? C'est vous, en tant qu'employeur, qui avez cette décision-là de dire, moi, ça suffit. Oui, ça fait... Puis, tu sais, il y a des salariés qui peuvent être congédiés après 2 ans. C'est juste que on dit à l'employeur, protégez-vous, puis expliquez-nous de quelle manière vous êtes arrivé à la conclusion de congédier. Ça se peut que la personne, s'il y a des problèmes de loyauté, si elle insulte le docteur sur les réseaux sociaux, des exemples, il y en a plein. Mais puis c'est pas en train de dire de tout tolérer. Tout ce qui est violence, ces choses-là, d'insubordination, ça se pourrait que la personne fasse juste une chose, puis c'est tellement grave que vous dites, hey, moi, j'accepte pas ça dans mon dossier, dans mon entreprise, puis je te congédie. Puis si vous voulez aller devant les tribunaux, allons-y devant les tribunaux. Puis moi, je vais dire que ce que vous avez fait, c'est complètement inacceptable. Si on n'est pas là, essayez de donner la chance aux coureurs, d'essayer de comprendre, etc., etc. Puis ça se peut qu'à la fin de la journée, ben, vous arrivez à cette conclusion-là. Au moins, donnez-vous la chance d'essayer de comprendre. Puis si ça ne fonctionne pas, ben, c'est plate à dire, mais vous congédierez. C'est ça. Voilà, donc c'était notre dernière question. Merci encore une fois, Monsieur Bédard. Puis je tiens à remercier chaleureusement chacun d'entre vous de votre présence et de votre participation active. Bien sûr, c'est grâce à vous que ces moments de partage prennent tout leur sens. J'aimerais juste passer un message à tous les hygiénistes dentaires que le congrès dentaire est accrédité par l'université de l'UQO. Alors, les heures de formation continue pourront être rentrées dans l'article 6 de l'OHDQ. Et bien sûr, c'est connu par l'Ordre des dentistes aussi, sans problème. Alors, je vous invite à bloquer dès maintenant la date dans votre agenda et je vous attends tous le 15 novembre au Palais des Congrès de Gatineau. Merci de votre présence, puis à très bientôt. Bye bye. Beaucoup encore. Bye Merci. bye, bon vendredi. Bon vendredi. Bye bye. Bye, Pierre-Luc. Yolande.